Bonjour à toutes et à tous. Pour cette table ronde, finance, décroissance et durabilité, sortir des débats et agir. Finance, décroissance et durabilité, voilà des concepts qui véhiculent immédiatement des imaginaires bien spécifiques, à tel point qu'on les utilise souvent un petit peu à la va-vite, comme si leur seule évocation se suffisait elle-même. Et pourtant, ils posent plein de questions. Comment mettre la finance au service de la durabilité? La durabilité passe-t-elle nécessairement par la décroissance? Finance et décroissance sont-elles même compatibles? Alors déjà, quand on prend ces concepts deux par deux, on pourrait débattre passionnément des heures. Les trois à la fois, on n'a plus qu'à poser nos tentes ici. Hélas, nous n'avons qu'une heure devant nous à passer ensemble, une grosse heure. Aussi, avec le Power Earth Summit, je vous propose donc de sortir des débats et d'agir. Et pour ça, je vous propose d'accueillir nos quatre intervenants, Fabrice Bonifay, Mathilde Lemoine, Stanislas Potier et Christopher Guérin. Alors, Monsieur Bonifay, on commence avec vous. Monsieur Bonifay, vous êtes directeur du développement durable du groupe Bouygues et aussi président du collège des directeurs du développement durable. Est-ce qu'on peut développer une économie qui s'inscrit dans les limites planétaires avec les règles du jeu actuel? Et pourquoi? Non. Non, parce qu'on a bien vu que les règles du jeu actuel conduisaient quand même à une situation un peu singulière où on est la première génération à considérer qu'on a fabriqué beaucoup de progrès depuis beaucoup de progrès technologiques et matériels depuis à peu près un siècle et demi, mais dans le même temps, on est en train de fabriquer en même temps tout simplement la disparition de la vie sur cette planète à l'horizon de quelques années maintenant. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça le progrès? On peut se poser des questions, quoi. Donc, de toute façon, compte tenu de ce que nous disent les scientifiques et du temps qui nous reste, soit on considère qu'améliorer ce qu'on a toujours fait suffira pour nous remettre dans les limites planétaires, et là on est dans l'imposture totale, soit on se dit il faut vraiment changer les règles du jeu en profondeur pour réencastrer l'économie dans ce qu'on appelle les limites planétaires. Parce qu'il n'y a pas que le carbone. Il y a 9 limites, d'après le Stockholm Resilience Center, qui pour la plupart sont toutes explosées, enfin 6 sur les 9 en tout cas, et les 3 qui restent, on y est presque. Et réencastrer en fait l'économie dans les limites planétaires, ça veut dire ralentir globalement l'économie. Ralentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire moins globalement, surtout du non essentiel. Parce que dans le travail qui va devoir se faire maintenant pour l'ensemble des pays, des entreprises, c'est de discerner qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui l'est moins. Donc on pourra même imaginer que certains secteurs vont continuer de croître fortement. Si vous êtes dans les pompes à chaleur, dans l'isolation des bâtiments, dans l'agroécologie, etc., bon, ça c'est du bon cholestérol. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir continuer de faire croître des choses qui ne devraient plus exister à l'heure de la prise en compte des limites planétaires? Chacun doit se poser la question. Donc le problème, ce n'est pas croissance, décroissance, c'est croissance de quoi et décroissance de quoi. Voilà. Parce que si on a bien tout lu Freud, le budget carbone de l'humanité, pour rester sous l'1,5 degré, bon, on sait qu'on ne va pas y arriver, mais pour rester sous l'1,5 degré, c'est à peu près 300 gigatonnes d'après ce que nous raconte le GIEC. Au rythme actuel des émissions de GES, pas simplement de CO2, on est à peu près à 51 par an, donc 300 divisé par 51, c'est-à-dire que dans moins de 10 ans, largement moins, en 2030, on sera déjà à 1,5 degré. On est déjà en 12 mois glissants ces derniers mois, on le sait, donc on est vraiment très très proche de ça. 70 ans avant ce que l'accord de Paris prévoyait. Homo debilus, c'est quand même très fort pour atteindre ces objectifs de destruction. On va peut-être pas atteindre les autres, mais celui-là, on est bien parti. Ensuite, chaque dixième de degré, comme le disait M. Obama hier à cette même place, chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire, ce n'est pas une augmentation linéaire des emmerdements. C'est en gravité et en fréquence, ça va être très très grave. 1,5 degré, 3 degrés, ce n'est pas 2 fois plus de cyclones d'inondation, non, c'est 10 fois plus. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut qu'on baisse nos émissions au niveau mondial de 5% par an pour rester sous les 2 degrés. Sous les 1,5 degré, il faudrait qu'on baisse de 7% par an. Donc 5% par an, c'est l'équivalent de l'économie du Japon qu'il faudrait éradiquer de la planète tous les ans pendant 60 ans. C'est ça que ça veut dire, pour rester sous les 2 degrés seulement. Donc il y a eu 2 fois dans l'histoire où on a fait moins 5%, c'est pendant entre 39 et 45, et puis pendant l'année Covid.
Donc ça montre la mesure du problème. Et si les entreprises, certaines entreprises, continuent de faire de la croissance dans les années qui viennent, admettant qu'elles fassent 2% de croissance, ben ce n'est pas moins 5% par an qu'il faut qu'elles fassent, c'est moins 7% par an. En absolu. C'est-à-dire, la planète se fout de l'intensité, c'est en absolu, sur l'ensemble des 3 scopes mesurables, A, 2, 3, 3B. Donc à partir de là, nous au C3D, on se dit que soit on continue de mentir, on continue de parler de croissance verte, on continue de parler de miracles technologiques, et bon, on va dans le mur, voilà, et en chantant en plus, soit on se dit, bah, finalement, il y a moyen de concilier l'impératif économique, parce qu'il faut quand même payer des salaires, et l'impératif écologique, parce qu'il faut quand même laisser des conditions d'habitabilité pour le vivant humain et non humain, et là, ça nécessite de changer le modèle d'affaires. Alors, le modèle d'affaires, ça veut dire déjà réfléchir à sa raison d'être. Est-ce que je fabrique un produit qui est utile aux clients, certes, mais surtout aussi au bien commun? Et si on n'est pas capable de répondre oui à cette question avec le « et », hein, pas le « ou », il faut se poser la question de son modèle d'affaires et de sa raison d'être. Et si on peut répondre positivement, c'est dire comment je produis la valeur. Dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. Et donc nous, ce qu'on fait, ce que je fais chez Bouygues et ce que j'essaye de faire avec mes amis du C3D, c'est d'inventer des modèles d'affaires alternatifs basés sur ce qu'on appelle les principes de l'entreprise contributive ou régénérative, où on va sortir de l'extractivisme. Parce que c'est ça qui nous pollue. On a une approche qui est linéaire, j'extrais des matières premières que je ne paye pas, parce que dans le système comptable aujourd'hui, en fait, plus on gagne de l'argent, plus on capte des matières premières qu'on n'a pas payées. C'est quand même vachement facile de gagner de l'argent aujourd'hui, hein. La nature a fabriqué des ressources à profusion, et on y ajoute de la valeur ajoutée technique pour fabriquer des produits, mais la matière première de base, elle est gratuite. Et on n'a aucune obligation aujourd'hui dans notre système comptable, et ça c'est le bug historique, de maintenir en fait les écosystèmes dans un bon état de fonctionnement pour pour essayer d'avoir un avenir sur cette planète. Donc en fait on peut produire en émettant du CO2, en salopant l'eau, le sol. Alors bien sûr, il y a eu un droit environnemental qui s'est créé, mais qui est bien en deçà de ce qu'il faudrait faire pour maintenir en état les services écosystémiques. La preuve, c'est qu'on a pulvérisé 6 des 9 limites planétaires. Donc pour y arriver, il faut aligner un certain nombre de principes. Déjà, changer le système comptable. Ouais. Donc changer le système comptable, ça veut dire intégrer dans la comptabilité publique et dans la comptabilité des entreprises l'obligation de mettre dans ses comptes les sommes qui sont nécessaires pour préserver, protéger les déterminants de la vie sur cette planète. Et c'est possible, aujourd'hui, de mettre en place des étages technologiques dans les process de production pour ne plus émettre de CO2, pour ne plus utiliser telle ou telle matière première, ou en tout cas pour réparer les dégâts qui sont occasionnés à l'occasion de la valeur ajoutée apportée par l'entreprise dans son process de production. Et donc, si on commence à mettre ces étages technologiques supplémentaires, on va s'apercevoir qu'on va être obligé de notablement en augmenter les coûts, parce qu'à une époque, on pouvait produire en polluant sans conséquences financières, mais si demain on doit continuer de produire sans polluer, et qu'il faut donc mettre en place ces fameux étages technologiques additionnels, on va s'apercevoir que ça va coûter beaucoup plus cher. Donc le modèle linéaire, aujourd'hui, il n'est pas du tout adapté, donc extraction, fabrication, utilisation, destruction, il n'est pas du tout adapté à la durabilité, la vraie durabilité. Le seul modèle qui peut fonctionner et qui va s'imposer de toute manière, donc autant faire partie des pionniers lorsqu'on est une entreprise responsable, c'est d'aller vers un modèle où on va fabriquer toujours des produits, parce qu'on en a besoin quand même, mais on va en fabriquer beaucoup, beaucoup moins, et on va les fabriquer pour qu'ils durent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Alors dire comment l'entreprise va se refaire la cerise par rapport à ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'elle arrête de vendre son produit. C'est qu'elle le fabrique pour que ce produit puisse durer et qu'elle le propose à ses clients en tant que produit qui apporte un service, et les clients vont acheter le service. Ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Ce n'est pas nouveau, vous allez me dire, mais c'est aujourd'hui moins de 0,1% des entreprises dans le monde qui utilisent ce modèle pour vivre. Alors c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est des produits qui vont durer très très longtemps, donc qui vont être conçus pour pouvoir être réparés, qui vont être conçus par des entreprises également
qui, in fine, récupéreront le produit, parce qu'il y a toujours une fin de vie, mais qui seront le recyclé, le recyclage étant la dernière marche plutôt de l'échelle de Jacob de la vertu de l'économie circulaire. Tout le monde dit, bah oui, il faut qu'on recycle, c'est vertueux. Ben non, non. Le meilleur recyclage, c'est le réemploi, ce n'est pas le recyclage. On sait très bien que le recyclage, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera, mais à condition de faire durer très 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 longtemps les produits. Et la vraie liberté demain pour les clients, ça sera de pouvoir jouir de tout, sans rien forcément tout posséder. Parce que ce qui est important, c'est de continuer de bénéficier du meilleur de la technologie, du meilleur des produits que le génie humain arrive à créer. Mais pourquoi posséder sa perceuse, son appareil à athlète, ou son onduleur, ou ses panneaux solaires? Non, quand on a besoin de lumière, on a besoin d'un système d'éclairage, mais on n'a pas forcément l'obligation de posséder la machine qui permet d'envoyer les lumens sur une pièce. Donc cette approche de la fonctionnalité, cette approche de la location, ça a un gros avantage, c'est que ça permet surtout d'intensifier l'usage des produits du quotidien. Donc on sait très bien que les voitures, par exemple, lorsqu'elles sont dans une logique propriétaire, elles tournent à peu près 4% du temps. Lorsque les bâtiments, je suis bien placé pour vous le dire, les bâtiments publics ou privés, tertiaires notamment, le taux moyen d'utilisation, c'est 20-25% pour le privé, c'est moins de 15% pour les bâtiments publics. Et quand on fait un screen espace par espace, pour certains types d'espaces dans les bâtiments, c'est utilisé moins de 1% du temps. C'est complètement dingue. Moins de 1% du temps. Donc l'objectif dans les années qui viennent, ça va être de faire transpirer ces assets, c'est-à-dire de regarder comment ils sont utilisés, donc avec des gestionnaires qui vont être là pour faire en sorte que les utilisateurs primaires, secondaires et tertiaires se concertent pour pouvoir utiliser tous les produits du quotidien, mais aussi toutes les infrastructures, pour que demain, on sait très bien qu'il y aura beaucoup moins d'infrastructures, il y aura beaucoup moins de produits, parce que la nature ne pourra pas continuer de nous offrir gratuitement ses ressources pour fabriquer tout et n'importe quoi. Parce que le problème, ce n'est pas que le carbone. Les entreprises font un gros focus sur le carbone aujourd'hui, où ils annoncent à leurs investisseurs, j'attends de voir ce que vont dire les économistes, de la croissance infinie avec une décroissance infinie de l'empreinte carbone. Toutes les études montrent que ça n'existe pas, c'est une fake news. Il peut y avoir du découplage relatif, mais le découplage absolu n'existe pas. Et je rappelle qu'il n'y a que le découplage absolu qui permettra de rester avec une planète vivable. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les scientifiques du GIEC, et pas seulement eux d'ailleurs. Et si on prend en compte les autres limites planétaires, lorsqu'on veut déporter finalement ce qu'on doit, on doit se débarrasser la planète de sa dépendance aux fossiles, parce que c'est ça qui nous tue, hein, à petit feu, mais ça s'accélère. Et donc on se dit, pas de problème, on va faire du tout électrique, on va tout faire électrique. Non, non, ça ne marchera pas non plus comme ça, parce que pour faire tout électrique, il y a quelques métaux qui sont nécessaires, et je finirai là-dessus, notamment le cuivre, qui sont déjà un métal qui est déjà très très en stress. Et là, quelques chiffres quand même, parce qu'il y a M. Guérin qui pourra peut-être les confirmer, parce que lui, il travaille beaucoup sur ce sujet, mais enfin nous, on en a aussi, parce qu'on accompagne nos clients dans l'exploitation des mines. Les mines de cuivre, il y a à peu près 30-40 ans, c'était 3-4% de concentration en minerai. Aujourd'hui, les plus productifs, c'est 0,7%. Donc il faut pratiquement remuer 5 fois plus de roches pour récupérer la même quantité. C'est pas mal quand même, hein. Donc moi, je suis entré chez Bouygues, la tonne de cuivre était à 107 $. Ça fait longtemps, vous allez me dire, hein. Aujourd'hui, elle est à 7 200 $. Ça fait cher. Et quand on prend les projections de tous ceux qui veulent tout faire en électrique, par exemple les équipements, par exemple l'industrie automobile, on va faire que des voitures électriques. Une voiture électrique, c'est 80 kg de cuivre. Pour une voiture thermique, 20 kg, 4 fois plus. Une borne de recharge, c'est 100 kg de cuivre. Donc quand on projette tout ça sur une courbe, hein, donc croissance infinie de la production de cuivre, ça veut dire qu'entre maintenant, tenez-vous bien, et 2040, il faudrait qu'on multiplie la production de cuivre mondiale de 3,5. 3,5, on est à 29 millions de tonnes aujourd'hui. Quand on sait le temps qu'il faut pour une mine, et puis que ça va bien se passer, parce que bien sûr, les gens qui vont avoir une mine de cuivre à côté de chez eux, ça va bien se passer, sans compter les effets collatéraux de ce genre d'industrie, je ne vous dis pas, hein, les déchets, l'eau, etc. Non, ce n'est pas ça qui va se passer. On sait très bien que ce n'est pas ça qui va se passer. Et en plus, si avec le cuivre, ce serait très bien, mais il va falloir qu'on fasse x17 en nickel, il va falloir x19 en cobalt, x40 en lithium. Mais qui peut penser ça? Qui peut croire que c'est possible en si peu de temps? Donc oui, il va falloir qu'on passe sur des modèles d'affaires régénératifs et contributifs
Oui, il va falloir qu'on choisisse qu'on veut continuer de produire. Est-ce qu'il faut arrêter de produire? Oui, il faut des nouveaux indicateurs de profitabilité et de durabilité, et pas simplement avoir l'œil les rivés sur le seul PIB. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, alors qu'on est à 5 ans de la fin du monde. Et il faut se dépêcher d'agir, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Bonifay. Alors, un des sacrés défis que vous nous avez dépeint à l'instant, un des problèmes souvent, qui est une manière d'imager ces problèmes-là, c'est de parler du triangle de l'inaction, à savoir que citoyens, entreprises, pouvoir public se renvoient un petit peu la patate chaude sur des enjeux climatiques. C'est une problématique que vous connaissez, Monsieur Potier, puisque en plus d'être senior advisor chez Amundi, vous êtes aussi membre du bureau exécutif de l'Institut de la finance durable. Et à ce titre, vous faites dialoguer entreprises, sphère financière et acteurs publics. Alors, vu de chez vous, qui doit faire quoi et comment? Alors, je vais vous dire. Bon, déjà, il se trouve que je suis aussi trésorier du C3D, donc je partage pas mal des points et des chiffres, évidemment, que mon cher président Fabrice vient de nous rappeler. C'est clair que les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui sont monumentaux et qu'il y a on va dire, une révolution absolument prométhéenne à faire, qui est qu'en l'espace d'à peu près une génération, et même si possible un peu moins, parce qu'on a pris du retard, on est obligé fondamentalement de changer absolument tout ce qu'on a construit et fait depuis une dizaine de générations. C'est-à-dire finalement tout ce qui s'est passé depuis la révolution industrielle et la fin du XVIIIe siècle. Donc, et cette révolution, elle est elle-même basée sur une conception du capitalisme et sur une structure de la comptabilité qui date du XVIe siècle. Grosso modo, on peut dire, allez, Luca Pacioli, moine lombard du XVIe, qui est un mathématicien, et dans son bouquin, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, il y a L'homme de Viturbe, de Léonard de Vinci. Bon, donc c'était pas n'importe qui. Lui, on lui attribue l'invention de la comptabilité en partie double. Donc on voit, quand on a ces images en tête, qu'on invente un dialogue de confiance entre les acteurs économiques qui permet le capitalisme. Et chacun est d'accord sur la mesure de la valeur. Et on a une conception de l'homme qui est, d'une certaine manière, un peu omnipotent et au centre de la nature. Donc aujourd'hui, on voit bien, je vais pas, tout le monde a ça en tête, je pense, l'Anthropocène, etc. Bref, on a conscience qu'on ne peut plus se situer de cette manière-là dans la nature. On en est une partie. Il y a des interactions qui sont extrêmement complexes et qu'on est loin d'avoir fini d'identifier et de capter. Et on voit bien aussi, il faut absolument avoir conscience que la comptabilité, ce n'est pas quelque chose de technique, intangible, mathématique. C'est une convention sociale et politique. C'est-à-dire, comment est-ce que je mesure la valeur? Comment est-ce que je mesure la valeur ajoutée, etc. Comment est-ce que j'apprécie la valeur d'un actif, d'une entreprise, etc. Bon, ben, il faut changer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que, et Fabrice l'a rappelé, on a fait des erreurs, c'est-à-dire qu'on a considéré comme gratuit tout un tas de ressources qu'on pensait illimitées. Ben, elles ne le sont pas, en fait. Et même dans nos objectifs, effectivement, de passer à l'électricité, on voit bien qu'on passe d'une pression sur les fossiles, les hydrocarbures, à une pression sur les métaux et sur les ressources minières. Bon, et donc, il va bien falloir changer la comptabilité. Bon, il y a des tas de réflexions en cours, hein, avec la comptabilité intégrée, la comptabilité en triple capital, l'intégration du carbone, finalement, qui n'est pas si difficile que ça, puisque c'est quantitatif, et puis on a un accord sur un indicateur, la tonne équivalent carbone, mais enfin, ce n'est pas encore là. Il y a des tas d'expérimentations, c'est en cours, on est en train de progresser là-dessus. Et pour faire ces modifications, et pour affronter cette révolution qu'on doit faire très rapidement et qui va coûter très cher, et là on pourra y revenir si vous voulez, mais le prix n'est pas
le prix n'est pas un véritable sujet. C'est-à-dire qu'on a les moyens de financer ça. L'Institut de la finance durable a étudié ça au mois de juillet. On a remis un rapport au gouvernement, à Bruno Le Maire. Pour la France, la transition écologique est évaluée à plus 70 milliards d'euros d'investissement par an pendant au moins 10-15 ans. Mais on sait, alors ça c'est les mêmes chiffres qui circulent dans d'autres rapports, mais en revanche, nous on ne dit pas qu'il faut forcément augmenter les impôts ou la dette. Il y a une épargne longue, elle est là, elle est disponible en France. On a 3 000 milliards d'épargne longue en stock et on a 120 milliards d'euros en flux annuel. Donc on a largement de quoi financer ce mur d'investissement, comme on l'appelle régulièrement. Simplement, il faut travailler sur l'utilisation de cette épargne, qu'elle aille au bon endroit. Et pour aller au bon endroit, il faut un certain nombre de conditions. Et on vient au triangle de l'inaction que vous évoquez, et la nécessité, on pourrait, si on voulait avoir une petite formule, de passer du triangle de l'inaction au quartier gagnant. Peut-être un petit peu, vous allez me dire, provocateur, avec une référence au jeu, mais bon, le quatuor vertueux, si on veut être plus... bon. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire que pour que l'épargne s'investisse en respectant les besoins des épargnants, on en aura besoin un jour, c'est pas uniquement les financiers qui vont, entre guillemets, se goinfrer là-dessus, c'est qu'on est tous dans la gestion du flux de l'épargne. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Pour que tout le monde y trouve son compte, il faut qu'il y ait une rentabilité économique des projets. Et parfois, il suffit d'avoir un cadre clair à moyen long terme, réglementaire, stable, qui convienne à tous, et ça marche. Parfois, il faut un petit peu de fiscalité qu'on peut gérer aussi de façon raisonnable dans le temps, parce que quand on a un investissement très important à faire avec pas mal d'incertitudes et pas de rendement à court terme, il faut organiser ce cadre. Mais tout ça est possible. Mais pour que ce soit possible, il faut se concerter. Il ne s'agit pas de revenir au plan, ni au Gosplan soviétique, ni au plan de grand-papa où il suffisait de réunir 3 ou 4 personnes autour d'une table et ça marchait. Mais en revanche, on peut tout à fait réunir les industriels, les entreprises non financières, tous les financiers, les assureurs, les asset managers, les gérants, les banquiers, les autorités publiques, les experts scientifiques. On n'écoute pas assez la science. On écoute beaucoup de gens qui ne sont pas scientifiques, qui ont des agendas idéologiques. Il faut écouter les scientifiques. Et avec tous ces gens-là autour de la table, on se met d'accord. On a une vision partagée de là où on est, là où on doit aller, avec un calendrier, et à ce moment-là, on est capable de mettre en œuvre, d'exécuter. Et c'est vrai, je comprends la frustration de beaucoup. Toutes ces dernières années, où on s'excite de plus en plus autour de ces sujets-là, on a l'impression que rien ne se passe. Alors, il y a des engagements, il y a des promesses, et en fait, on voit que les choses ne bougent pas beaucoup. Et oui, mais pourquoi elles ne bougent pas? Parce que chacun part un peu dans son coin et qu'il n'y a pas d'efficacité collective. Donc l'efficacité collective, la véritable orientation des flux d'épargne là où on en a besoin, l'évolution des comportements des citoyens, sans qu'on leur donne un coup de trick ou une taxe, ça se fera si on est d'accord sur les constats et la stratégie, que c'est partagé et on y va tous ensemble. Donc, oui, c'est effectivement ce qu'on essaye de faire à l'Institut de la finance durable. On est tout récent. Et en France, on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de dialogue. Il y a d'autres pays, comme l'Allemagne, le Japon, la Corée, par exemple, qui sont très forts là-dessus. Mais on doit absolument le tenir. Et si on est capable de faire ça, eh bien, vous verrez que les projets de transition vont être là, les bons projets. Il n'y aura aucun problème pour les financer. Il y aura évidemment des arbitrages à faire. Il y a des évolutions de comportement à avoir. Mais c'est vrai que quand on fait peser la responsabilité uniquement sur le consommateur en lui disant éteins la lumière, toilette sèche, lave-toi les dents sans eau, prends pas l'avion, etc., ça ne marche pas. Et d'ailleurs, même s'il faisait tout ça, on n'en aurait rien à foutre d'une certaine manière, parce que modifier le mix énergétique ou les process industriels a une efficacité, notamment sur le carbone, qui est bien plus grande. Donc on peut commencer par là. Alors évidemment, il faut de la cohérence. Donc ce n'est pas du tout illogique de sensibiliser, de convaincre le consommateur de changer ses comportements.
Mais il faut que tout le monde évolue dans le même sens. Bien sûr, l'économie de la fonctionnalité, l'intensité d'usage, tout ça, c'est absolument fondamental. Mais à mon sens, on peut aussi le présenter de manière plus enthousiasmante, peut-être moins catastrophiste que Fabrice l'a évoqué tout à l'heure, parce que même si c'est compliqué, même si les enjeux sont monumentaux, on vit une période enthousiasmante. Il s'agit de réinventer quelque chose. Il s'agit de repenser la place de l'entreprise, du citoyen, des autorités, etc., de l'expert, et donc de repenser la société un peu différemment. Bon, ben ça, moi, je trouve ça formidable. Simplement, c'est pas facile à faire, mais on peut le faire. Et on est en train, d'ailleurs, d'évoluer sur ce plan. Donc, voilà, moi, je pense effectivement que, fondamentalement, sur ces sujets-là, on a un sujet de gouvernance collective. On est en train de l'appréhender, il faut qu'on aille plus vite, mais on peut tout à fait, et là-dessus, quand on parle de croissance ou décroissance, finalement, c'est un problème de qualification du terme. C'est-à-dire qu'on voit bien que le PIB est complètement obsolète. Donc, quand on dit croissance, ça dépend comment on définit la mesure de la croissance. On en revient exactement au même sujet que la comptabilité que j'évoquais tout à l'heure avec la mesure de la valeur. Donc, celle d'une entreprise ou celle d'une société et d'une nation. Et là aussi, il y a eu des réflexions qui ont été menées, il faut les reprendre, elles vont progresser, mais c'est évident qu'on ne peut plus mesurer la croissance comme on le fait avec le PIB, et que le PIB soit l'alpha et l'oméga de la santé d'une nation. Ça, voilà, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit tous éteindre la lumière. Voilà. Merci, Monsieur Potier. En tout cas, je comprends qu'il va falloir changer les règles du jeu économique, et c'est pour ça que je me tourne vers vous, Mathilde Lemoine. Vous êtes économiste en chef au groupe Edmond de Rothschild. Vous êtes par ailleurs membre de plusieurs conseils d'administration et vous avez contribué à la commission Rocard sur la contribution climat-énergie. Alors, quels sont les modèles, les réformes, les initiatives en termes de régulation, de fiscalité que vous appelez de vos voeux pour réorienter le monde économique et que ce monde économique intègre réellement la question de la durabilité ? Tout d'abord, je suis ravie en fait de participer à cet échange, puisque, comme vous l'avez gentiment rappelé, j'étais rapporteur de la commission Rocard, c'était en 2009, et donc le titre de la table ronde est « Sortir des débats et agir ». Donc je suis bien placée pour témoigner du fait que si on était sorti des débats plus tôt et si on avait agi, le coût serait beaucoup moindre qu'aujourd'hui, et plus on attend et plus ce coût augmente. Donc ça, c'est quand même une condition essentielle et préalable à toute discussion. Donc il y a une temporalité qui n'est absolument pas intégrée aujourd'hui dans les politiques publiques et dans les choix politiques. Alors, comment l'économiste peut aider à réfléchir ? Moi, j'ai une position qui a toujours été très modeste, puisque je considère que mon métier, c'est de l'économie positive. C'est-à-dire qu'en fonction d'un objectif normatif défini par des gouvernements, on peut définir des outils, et les outils les plus efficaces possibles compte tenu de cet objectif. Ce que je remarque et ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur l'objectif. Le paradoxe, il est là, puisque on ne sort pas des débats, puisque on ne pénalise pas les acteurs qui, on pourrait dire, surpolluent. Alors après, on peut revenir dans le débat sur qu'est-ce que ça veut dire surpolluer, mais ceux qui continuent de détruire activement des ressources planétaires. Donc on a du mal en fait à définir cet objectif. Alors la première raison, parce que je pense que c'est important aussi de regarder un tout petit peu en arrière pour essayer de comprendre ce qui fait qu'on n'agit pas, ou alors à la marge, et encore une fois que le coût ne cesse de croître en termes de dommages pour la planète et aussi en termes financiers. Parce que, alors, on est face à un trilemme, et c'est l'intérêt aussi de la macroéconomie que d'identifier les interdépendances. Ça, c'est vraiment, je pense, l'outil utile. Et donc, on est un trilemme puisqu'on doit gérer en même temps le pouvoir d'achat,
l'environnement, les limites planétaires, lutte contre le réchauffement climatique, enfin au sens large, et puis évidemment toutes les ambitions de souveraineté / compétitivité. Donc je pense qu'on partage tous ici le fait que l'environnement est entre guillemets prioritaire dans les objectifs et ne peut pas être mis au même niveau que le pouvoir d'achat et que la compétitivité ou la souveraineté, parce que sans environnement ou avec un réchauffement climatique trop intense, il n'y aura plus de vie et donc il n'y aura plus de problème de compétitivité. Enfin, je caricature un tout petit peu, je vais un tout petit peu vite, mais c'est pour ça. Donc ensuite, l'économiste, il peut donner des outils s'il y a un consensus politique et un choix de politique économique sur l'articulation entre cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique qu'on peut considérer comme prioritaire et le maintien d'un certain pouvoir d'achat, en particulier pour les plus pauvres ou les plus démunis, que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou aussi dans le reste du monde. Et puis, les questions de souveraineté et de compétitivité qui sont une source d'emploi à court terme. Donc là, on retrouve exactement les mêmes sujets de conciliation du court terme et du long terme qu'on ne sait pas résoudre si on ne met pas un signal prix, alors prix du carbone, un rationnement. Donc là, c'est la décroissance, ou des incitations positives. Et c'est en ça que je dis qu'il n'y a pour l'instant pas de volonté politique et que donc l'économiste, finalement, n'est pas très utile. Parce qu'on va prendre des mesures, on le voit bien avec les lois récentes, sans mesurer l'impact. On va demander aux entreprises de mettre en place une comptabilité extra-financière et je le vis de l'intérieur, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement coûteux à mettre en place en termes de ressources et pour autant c'est des critères qui sont très dépendants de l'objectif de l'entreprise, donc ils sont peu comparables. Finalement, il n'y a pas de consolidation macroéconomique, donc on ne sait pas quel va être l'intérêt pour la planète de la mise en place de ces critères extra-financiers. Donc on mobilise des ressources qui, de mon point de vue, alors je vais peut-être un peu loin, mais je serais intéressée de vous entendre, qui, de mon point de vue, n'ont absolument pas d'intérêt par rapport à l'ampleur du sujet. Donc, pour répondre de façon plus concrète à cette volonté de sortir des débats, je pense que vraiment la première des choses, c'est d'arrêter de vouloir tout concilier. En France, alors je sais que c'est un colloque international, mais en France, on dirait qu'il faut arrêter le en même temps. Hein, c'est pas possible. Il faut assumer une orientation de politique économique. Alors l'Europe l'a assumé puisque elle a défini comme priorité la transition énergétique. Mais encore une fois, sans vraiment se donner les outils derrière et surtout la mesure de la contribution de cette politique au problème de limites planétaires et de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, définir un objectif politique. Ensuite, les outils les plus efficaces pour moi, c'est, et je rejoins mes deux prédécesseurs dans ce débat, c'est évidemment la comptabilité. Parce que le meilleur moyen de changer les comportements, c'est de créer des incitations à changer. On peut avoir une idéologie, on peut avoir envie de donner du sens, on a des chefs d'entreprise qui ont cette volonté, mais ça reste marginal, ça ne change pas un système. Or, la macroéconomie, c'est le changement d'un système. Donc, comment on change un système? Et c'est là où on peut regarder les travaux qui ont été faits par la chaire de comptabilité écologique et Alexandre Rambaud, que je trouve vraiment très intéressant. Et ils se mobilisent et je pense qu'il faut donner vraiment beaucoup plus de poids à leurs travaux, surtout dans un agenda où on demande aux entreprises de mettre en place des critères extra-financiers. Et encore une fois, ces ressources-là pourraient être utilisées à mettre en place la comptabilité écologique qui est quand même beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Parce que la planète, entre guillemets, est un capital. Alors, les économistes, depuis
depuis l'origine de la théorie économique, considère que la Terre, alors c'est pas la nature au sens large, mais la Terre avait cette spécificité d'être non reproductible. Donc déjà, les économistes, c'est pour ça qu'il y a les économistes, ce que l'analyse peut apporter, le capitalisme et les enjeux politiques et les choix des gouvernements. Et c'est vrai que les économistes ont toujours eu cette conscience, en tout cas dans la théorie, que l'actif Terre, au sens large, planète, était non reproductible. Donc, la comptabilité, c'est finalement une reconnaissance de cette non-reproductibilité de la planète, de la préservation, voire de l'amélioration, quand c'est possible, de cette planète. Et donc, chaque entreprise, chaque État, parce qu'il faut que ce soit une comptabilité au niveau de l'entreprise, il faut que ce soit une comptabilité au niveau des États, chacun a une dette vis-à-vis de cette planète. Et donc, ce que je trouve intéressant dans la proposition d'Alexandre Rambaud notamment, c'est qu'on va au-delà de la soutenabilité faible, c'est-à-dire avant on se disait on pouvait s'arranger, bon je prends un billet d'avion mais je vais compenser en achetant des arbres. On sait que là c'est complètement dépassé, enfin on ne sait plus du tout la hauteur du sujet. Et cette soutenabilité forte grâce à la comptabilité, cette façon de faire de la comptabilité, ce que j'aime bien et ce que je trouve qui a fait ses preuves en tout cas en économie, c'est qu'il y a un gain quand effectivement on a une politique active de préservation de la planète, voire d'amélioration de certains écosystèmes. Et c'est aujourd'hui ce qui pêche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valorisation particulière des entreprises qui ont une contribution forte, une soutenabilité forte. Et c'est ce qui aussi fait que c'est extrêmement compliqué de trouver des financements. Pas des financements sur des critères ESG qui, de mon point de vue, ont les mêmes défauts que les critères extra-financiers, c'est-à-dire, c'est pas comparable, on comprend pas très bien comment ça marche. Enfin, je veux dire, tout ça, pour moi, c'est pas du tout transparent. Et je pense que ça participe aussi de la limite de l'apport de la finance dans le financement justement de la transition énergétique. Donc, pour qu'il y ait un vrai intérêt aussi, il faut qu'il y ait une forme de rentabilité. Et cette rentabilité, c'est aussi valoriser les entreprises qui vont permettre justement la préservation de cet actif en remboursant une partie de la dette qu'elles ont parce qu'elles l'ont pas fait précédemment. Et ça étale dans le temps aussi. Parce que je pense qu'il n'y a pas de raison, et là je rejoins aussi ce qu'a dit Stanislas Potier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ce soit qu'une génération qui finance le coût passé d'être resté à débattre et pas à agir. Donc ça a vraiment cette vertu. Je pense que je suis un témoin, puisque je suis justement administrateur de grandes entreprises. Ça fait 12 ans que je suis dans des comités d'audit. Donc j'ai cette expérience. Je ne vois pas en quoi c'est compliqué. Très franchement, je pense que c'est beaucoup moins compliqué que la mise en œuvre de ces critères extra-financiers qui sont... c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement, extrêmement lourd. Donc l'Europe pourrait tout à fait décider ça, comme elle a décidé la taxe carbone aux frontières, de la même façon. Et là, on progresserait énormément. Et c'est vrai que j'ai évolué. On avait quelques mots avant de rentrer pour cette table ronde. Et c'est vrai qu'avant, j'avais quand même cette logique très théorie économique de il faut qu'il y ait un prix, il faut qu'il y ait un coût, il y a des externalités, c'est-à-dire que quelqu'un qui investit pour préserver la planète ou lutter contre le réchauffement climatique a un impact social beaucoup plus élevé que le coût privé. Enfin, vous savez ce qu'on utilisait beaucoup. Je pense que c'est là un peu dépassé parce que je pense que le signal prix n'est pas suffisant et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait d'avoir un système comptable qui soit différent. Alors encore une fois, on est très démunis
les économistes, les entreprises, parce que, regardez, il y a eu énormément de rapports qui ont été faits déjà pour faire évoluer la mesure du PIB, qui est une mesure comptable de la croissance. Et il y a eu des travaux notamment de Fitoussi, Stiglitz, Sen, qui sont vraiment de grands économistes, des prix Nobel, en disant, voilà, on vous propose une autre façon de calculer le produit intérieur brut, qui est aujourd'hui l'alpha et l'oméga de la croissance, malgré tout, en intégrant l'impact social, l'impact environnemental, déjà. Et on n'a jamais changé, alors que la comptabilité nationale évolue relativement souvent, puisqu'on a pris en compte les revenus de la drogue. Enfin, on a eu tout ce débat, puisqu'il y a eu le système européen de comptabilité qui a évolué. Donc, c'est ça que je trouve vraiment dommageable. Et malheureusement, il peut y avoir des initiatives privées, des entreprises qui se fédèrent, comme c'est le cas aujourd'hui, pour faire évoluer leur comptabilité. Mais au-delà du signal prix, les gouvernements en fait, et l'État a un rôle à jouer. Et il faut que l'État aussi intègre cette nouvelle comptabilité. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais partager. Et je trouve que, alors, c'est pas par naïveté, parce qu'encore une fois, j'ai quand même des expériences diverses, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Et je suis toujours frappée de voir finalement la facilité avec laquelle on peut agir. En fait, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, il ne se passe rien, et j'en suis le témoin, puisqu'encore une fois, ça fait quand même des années que je vois ce sujet tourner, ou pas grand-chose, ou pas assez vite. Et on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça de changer la donne. Et donc, l'économiste en tant que tel sur le changement peut pas grand-chose une fois qu'il a établi le diagnostic et qu'il a donné les outils qui lui semblaient les plus efficaces pour parvenir à l'objectif défini par le collectif. Merci Mathilde Lemoine. Et comme vous le mentionnez, encore faut-il définir un objectif clair. Vous avez parlé des injonctions contradictoires que subissent beaucoup les acteurs de terrain. Et alors ça, c'est une réalité que vous connaissez bien, Monsieur Guérin, puisque vous êtes directeur général de Nexans, un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles. Et alors vous cherchez, vous, avec Nexans, à concilier économie, environnement et engagement. Comment vous vous y prenez concrètement au quotidien, en interne, pour marier ces trois piliers ? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour en faire part et pour créer des ponts avec le reste du monde économique ? Oui, merci Antoine. Je vais essayer, avec notre partage d'expérience, notre humble expérience industrielle, donner une sorte de lien à ce qui a été dit avec un exemple opérationnel. Alors nous, chez Nexans, on a un motto, une petite phrase de Voltaire, qui est la suivante. Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Et c'était mes premiers mots auprès du management de Nexans, c'est-à-dire on a notre responsabilité. Bien sûr, le peu qu'on changera ne va pas changer la planète, mais on doit contribuer à une modification du système. Donc en fait, on a réfléchi, la société était en très mauvais état en 2018, quand j'ai été nommé CEO et quand j'ai fait venir une nouvelle équipe. On a été à une capitalisation boursière de 800 millions d'euros, on était proche d'une OPA hostile assez puissante, on est un des derniers bastions français du groupe Alcatel, Feu Alcatel, qui a disparu, et on a réussi à, grâce à l'ensemble des équipes, maintenant la valorisation de l'entreprise est à 4,5 milliards en moins de 5 ans. On a quadruplé les retours sur capitaux employés, on fait 10 fois plus de cash que les 5 années précédentes de l'exercice. On a doublé la profitabilité en moins de 5 ans, sans croissance volumique et à frais fixes constants. Mais on a bien su trouver un modèle pour se réinventer qui ne s'appuie pas sur la croissance volumique. Alors je vais vous expliquer un peu comment c'est né. Tout d'abord, on a fait un constat qu'il y a beaucoup de managers qui ne veulent plus de responsabilité managériale parce que ça devient très compliqué de piloter des unités industrielles ou commerciales. Parce que déjà, il faut
si on prend un peu de perspective, le monde est désormais en permacrise. Désolé pour l'oxymore, mais les crises maintenant s'empilent, elles ne se succèdent pas. Une crise, bien sûr, climatique, géopolitique, économique, sociale, cybernétique, on ne fait qu'empiler les crises. Donc on est dans un monde en permacrise. Face à ça, vous avez, que ce soit à l'extérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'une entreprise, parce qu'on a les mêmes problèmes à l'intérieur des entreprises, ce qu'on appelle communément les injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'un jour on parle de profit, après le lendemain on parle de l'environnement, un jour on parle de productivité, après on parle de social, un jour on parle de croissance infinie, puis après on s'aperçoit qu'on a une vraie contrainte sur les accès aux matières premières. Donc c'est les injonctions paradoxales que les managers reçoivent tous les jours. Tous les jours. Et malheureusement, on a une fâcheuse tendance, pareil, à l'extérieur de l'entreprise, donc le système, les commissions européennes, les gouvernements, et bien sûr à l'intérieur de l'entreprise, à répondre à des problématiques qui sont systémiques. Il faut bien repenser un système. On répond par l'indicateur. Voilà, c'est l'obsession de l'indicateur. Donc on se prend des milliers de nouveaux indicateurs. L'ESG aujourd'hui, et je suis un grand défenseur de l'ESG parce que nous avons besoin de cadres, mais il faut s'assurer que ce cadre n'étouffe pas les entreprises. Aujourd'hui, c'est 1500 indicateurs, c'est 2000 labels. On collectionne les labels comme un magnet sur un frigo. Voilà, on n'a jamais le bon. Quand je suis en roadshow, moi, on me parle toujours de label, pas de pot, vous n'avez pas le bon. La CSRD arrive avec 1200 indicateurs, plus la taxonomie, etc. Ça va avec une volonté forte de bouger les choses, mais quand vous êtes récipiendaire de tout ça, et encore, nous, on a un groupe de 8 milliards, on a les moyens de répondre à ça, mais pensez aux ETI, pensez aux PME, pensez à toutes ces entreprises qui vont devoir répondre à toute cette contrainte, tout en sachant que nos frontières restent ouvertes et que ces contraintes-là sont juste sur nos territoires. Mais des produits asiatiques pénètrent sur nos marchés sans aucune contrainte. C'est le syndrome du poulet ukrainien. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que nous avons des grands experts et j'en suis pas un. Sur le terrain opérationnel, on a cherché justement, pour aller dans le bon sens, cette logique de triple comptabilité. On a regardé les 3 P, Profit, People, Planet. On a regardé s'il y avait des formations disponibles auprès des universités immédiatement. On s'est aperçu que non. Alors, on n'a pas fait une recherche très exhaustive, mais on a appelé Harvard, Stanford, HEC, IMD, toutes les grandes universités. Et on a vu bien sûr des formations formidables d'un point de vue finance ou la finance durable. On a vu des formations formidables sur la sustainabilité, sur la sociologie. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé encore une formation qui nous donne une vision systémique de l'ensemble. Donc on a commencé à regarder, on s'est dit, écoutez, on va regarder au sein de nos unités, et on a d'abord regardé nos activités qui se portent bien économiquement depuis un certain nombre d'années, qu'on appelle les profit drivers, donc on a regardé. Puis on s'est aperçu que bien sûr que tout sur le ratio financier, ça tournait plutôt pas mal, bien sûr, et quand on va regarder les ratios environnementaux, les indicateurs environnementaux, c'était bien. Ça pensait éco-design, ça pensait sobriété, ça pensait zéro déchet ou recyclage des déchets à 100%. Donc ça allait, et bien sûr ça pensait émissions carbone. Quand on est dans la partie sociale, on s'est aperçu que la diversité était un élément fort dans ces unités-là, que les taux d'absentéisme étaient très faibles, les taux d'engagement bien sûr très très élevés, les taux de formation également très élevés. Bon, coup de bol, on ne sait pas. On a été voir les activités qui étaient à l'opposé de la matrice économique, ce qu'on appelle les value burners, donc les brûleurs de cash. Les activités qui étaient en difficulté, qu'on a adressées depuis, mais qui étaient en difficulté depuis un certain nombre d'années. Et on s'est aperçu qu'en fait, non seulement elles étaient en difficulté économique, mais elles ont également des unités qui étaient des grands pollueurs de la planète. Des taux d'émissions incroyablement hauts. On parlait de gestion des déchets, il n'y a pratiquement rien. Quand on parlait d'éco-design, ils ne connaissaient même pas les définitions, donc on voyait que sur le prisme environnemental, il n'y avait rien. Et sur la partie sociale, c'était catastrophique. Beaucoup d'accidents au travail, un taux d'absentéisme qui était 3 fois supérieur à la moyenne du groupe, un taux d'engagement très faible et les budgets formation qui avaient été remis à zéro.
Donc en fait, on dit tout ça, on ne va pas attendre qu'un système naisse. On s'est dit, il y a quand même une conscience managériale. Il y a quand même des managers qui ont cette conscience de l'économique associé à l'environnement, associé au social, qui va dans le bon sens. Et puis d'autres qui ne sont pas du tout là. Donc on a bâti notre propre modèle qui s'appelle l'E3, donc économie, environnement et engagement. On a poussé un peu à l'extrême d'un point de vue économique parce qu'on a des objectifs de réduction de l'empreinte carbone assez forts. Et on a fait quelque chose qui est globalement peu écrit dans les bouquins de management, et c'est pour ça qu'on donne des cours maintenant dans des universités. Au moment du Covid, on a pris un peu le modèle chinois et on s'est dit voilà une crise systémique et nous allons la transformer en opportunité. Donc nous avons décidé en 2020, au moment du Covid, nous avons viré 13 000 clients sur 17 000. Voilà, nous avons supprimé 13 000 clients, nous avons augmenté nos prix très fortement pour qu'ils aillent voir ailleurs et nous sommes concentrés sur 4 000 clients. Donc on a supprimé 20% de notre chiffre d'affaires. Mais comme c'était au moment du Covid, les analystes financiers n'ont rien vu. Et on a réalloué en fait notre capacité à, pour prendre les mots, parce que c'est des mots, on a des mots similaires chez Nexence de M. Bonifay, on a réalloué nos capacités au bon cholestérol. C'est-à-dire aux clients qui allaient dans le bon sens économique, parce qu'on est quand même une boîte listée. Vous savez, moi je suis en tant que CEO d'une boîte listée, ma date limite de vente va être vite dépassée si je ne réponds pas à la problématique économique. Mais on a également regardé, on les a profilés sur 35 critères, on a regardé également leur empreinte carbone. Donc maintenant, pour chaque client, pour qu'il soit servi correctement par Nexence, il faut qu'il y ait une logique économique, un retour sur capital employé, mais également un retour sur carbone employé. Donc on calcule le carbone employé pour chacun des clients. Et on a fait la même chose pour nos produits, on a viré 40% de nos produits. Et c'est un petit peu le modèle qu'on essaye de montrer à des ETI françaises, c'est-à-dire la course au toujours plus de volume, toujours plus de clients et toujours plus de produits. En fait, malheureusement, on a une très grande carence analytique. C'est pas une question de comptabilité, c'est une question de carence analytique. Mais quand vous regardez vraiment la notion de coût de complexité, le toujours plus vous génère plus de coûts et vous génère des pertes, mais qui ne sont pas visibles comptablement. Et c'est ce que nous avons mis en évidence. Et on s'est aperçu qu'en fait, avec moins de chiffre d'affaires, moins de volume consommé, des niveaux de charge qui sont passés de 100% à 85%, en fait, on gagnait beaucoup plus d'argent et on générait beaucoup plus de cash. Et, paradoxalement, ça nous a aidé à réduire notre empreinte carbone de 39% en moins de 5 ans. Donc on a réussi quelque part à repenser un modèle qui ne s'appuie pas uniquement sur la croissance volumique et qui permet de répondre à cette problématique environnementale. Alors on n'est pas au bout, hein. Aujourd'hui, on a mis en place avec HEC une chaire justement pour qu'on ait des professeurs qui travaillent avec nous, qui aillent plus loin et surtout qu'on donne nos modèles à d'autres entreprises qui est testé ailleurs que dans le secteur du câble. Mais on voit que, je finis là-dessus, qu'on a besoin de se réinventer et que, heureusement, comme dit M. Bonifay, que nous allons avoir une crise de matières premières, parce que c'est évident, nous allons passer de l'ère de l'abondance à l'ère de la rareté. Nous n'aurons pas assez de cuivre, nous n'aurons pas assez d'aluminium, nous n'aurons pas assez de lithium et de cobalt. Tant mieux. Parce que la contrainte va permettre de réinventer le modèle. Je finis là-dessus. Je suis allé au Maroc. Nous, notre unité du Maroc, reçoit que 2 objectifs. Augmentation de la rentabilité et baisse de 10% de son quota carbone. Il n'y a aucun objectif de croissance. Le fait d'avoir cette double contrainte économique et environnementale oblige nos équipes à repenser leur modèle économique et dire il faut que je trouve des clients et des business qui peuvent répondre positivement à cette double contrainte. Et c'est ce que Nexence a tenté de faire. Je sais qu'on parle beaucoup, j'ai beaucoup d'échanges avec la jeune génération. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas encore à faire, mais je pense que l'impossible est que temporaire et que la nouvelle génération trouvera la voie pour une planète soutenable. Mais notre challenge à nous, dirigeants d'aujourd'hui, experts, économistes, c'est de mettre au moins la planète et nos entreprises dans le bon sens. Merci. Merci Monsieur Guérin. Alors, il nous reste quelques minutes pour des questions du public. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ?
Et s'il n'y en a pas, n'hésitez pas à vous lever et à parler fort. Bonjour, merci pour vos témoignages intéressants. C'était vraiment très, très enrichissant. Moi, j'avais une question, parce que quand on dit il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Si, moi, je pense qu'il y en a, mais après, c'est une volonté politique. Parce que quand vous parlez d'épargnants, moi, je dis que toucher les petits épargnants, je ne suis pas tellement d'accord. Par contre, pour la transition écologique et climatique, si on mettait en place un système du G20 ou de ISS vert climatique pour toutes les grandes richesses, pour eux, c'est peut-être 10% de leur fortune et c'est pas beaucoup. Et ça financerait toute la transition écologique et climatique, pareil au niveau de l'Europe. Et ça permettrait quand même, à nouveau, une meilleure répartition quand même des richesses. Parce que s'en prendre sur des personnes... On l'a vu avec les crises d'agriculture et tout ça, sur des petits épargnants ou même des gens qui galèrent actuellement, où c'est vrai qu'il y a quand même une crise sociale qui est très forte. Vaudrait mieux recommencer à chercher par rapport à la répartition des richesses. Parce qu'actuellement, il y en a qui sont très 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 riches et ils ne participent pas à cette transition écologique et climatique. Voilà ce que je voulais dire. Alors, vous posez la question de la justice sociale voilà, dans la transition écologique. Voilà. Comment est-ce qu'on peut apporter plus de justice sociale ? Alors, j'apporte un point de vue et une partie de la réponse peut-être. Alors c'est un sujet fondamental, bien sûr. Les inégalités, en plus, sont complètement explosées. Ce que je disais tout à l'heure, ce n'était pas taxer le pauvre épargnant et l'orienter vers des choses qui ne seraient pas très rentables. Quand je dis qu'il y a une épargne longue disponible, aussi bien en stock qu'en flux, elle s'investira de façon extrêmement bénéfique, à la fois pour l'épargnant et pour la collectivité, si on sait bien faire la chose, et on peut tout à fait bien le faire. Donc, je crois que la notion de transition juste, la notion d'équité, de la répartition de l'effort, etc., elle est fondamentale. La structure de la fiscalité, il y a des tas de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais encore une fois, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait une réponse collective, démocratique, à des choix qu'il faut faire tous ensemble, qui sont des choix politiques. Mathilde a évoqué tout à l'heure la responsabilité des politiques, c'est extrêmement important. On évoquait tout à l'heure le triangle de l'inaction, c'est-à-dire que tout le monde doit jouer le jeu et jouer sa part. Et donc les entreprises ont évidemment un rôle à jouer, les consommateurs, les citoyens aussi. Je crois qu'il y a une répartition, Mathilde y a fait aussi allusion, entre générations. D'où, s'il faut remettre la maison en état, on répare des choses qui ont été détruites ou dégradées par nous, mais aussi par pas mal des générations précédentes, et on le fait pour les générations futures. Donc c'est pas anormal aussi, mais ça, on sait le faire. Si on veut, si on pose le cadre réglementaire fiscal, on sait avoir des instruments financiers à long terme, on peut réorienter l'activité des banques centrales d'une certaine manière, etc., qui fait qu'on va faire porter l'effort sur plusieurs générations. Donc, je suis peut-être pas très clair. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des questions politiques fondamentales qui sont des choix collectifs à faire. L'entreprise est une institution politique, donc la société a des attentes vis-à-vis de l'entreprise, mais ça n'est pas une institution démocratique. Donc ces choix-là, ils doivent être faits collectivement par les bonnes instances. Et le politique, les autorités publiques ne peuvent pas s'exonérer de la responsabilité. Je trouve aujourd'hui qu'elles s'exonèrent un peu de la responsabilité. Elles doivent prendre des choix, forts. Ceux que vous évoquez, peut-être, il y en a d'autres. Mais et après, si les choix sont clairs, s'ils ont été aussi concertés, il n'y a aucun problème. Les choses vont bien se passer et on a absolument, comme ça a été dit par les uns et les autres, les moyens d'exécuter de façon extrêmement efficace les choix qu'on aura faits. Il faut juste les faire. Allez-y, Mathilde. La question est extrêmement importante et clé parce qu'elle est sans réponse à ce stade.
malheureusement, puisque nous, on a construit un indicateur qui montre qu'effectivement, le coût de la transition énergétique et le coût des investissements nécessaires pour réduire l'impact sur la planète est beaucoup plus faible pour les pays développés que pour les autres pays, d'un point de vue général, hein, si je résume. Donc, et vous avez complètement raison en disant que l'enjeu, c'est d'accepter cette inégalité, déjà, et donc de demander aux pays développés qui n'ont pas cette double peine de impact négatif du réchauffement, plus pauvreté, et donc de comment les pays développés peuvent contribuer à cela. On le voit bien, et c'était très intéressant d'écouter le président Obama, c'est qu'il trouvait que ça avait été formidable de mettre la Chine et l'Inde autour de la table, et c'était sa victoire. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit collectif, mais c'est la limite du collectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir un accord sur la réduction, le nombre de degrés et ce à quoi on veut parvenir à horizon 2030, mais on n'aura pas d'accord sur les moyens d'y parvenir parce que structurellement, le coût sera beaucoup plus faible pour les pays riches et les pays développés que pour les autres. Et après, il y a les inégalités au sein des pays développés. Et donc, on avait progressé il y a une vingtaine d'années grâce aux différentes aides. Alors, c'était à l'époque au développement. On pourrait imaginer les mêmes systèmes. Alors, il y a eu la France qui a été assez en pointe justement pour proposer un financement aux pays les plus pauvres. Mais on a bien vu avec la pandémie que ça restait quand même très marginal. Donc oui, vous avez complètement raison et je pense que votre proposition est tout à fait juste. En tout cas, elle est légitime du point de vue des inégalités de l'impact du réchauffement climatique. Et j'ajoute que l'efficacité marginale en matière de carbone, de réduction de l'empreinte carbone de l'euro investi dans les pays du Sud pour décarboner leurs infrastructures est bien plus grande que d'essayer d'améliorer les transports collectifs, par exemple, dans les pays développés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les deux. Donc l'épargnant, il y gagnera aussi si on sait organiser les flux d'épargne là où la planète, finalement, en a le plus besoin, parce qu'on va pouvoir décarboner très vite beaucoup ailleurs que chez nous, en fait. Eh bien, merci à tous et à toutes pour cette table ronde. On arrive au bout, le temps est terminé.